L'assassin qu'elle mérite est une série de 4 bandes dessinées publiées entre 2010 et 2016 sous le label Vent d'Ouest. Elle est signée par Wilfried Lupano au scénario et Yannick Corboz au dessin. Pour cet épisode, j'ai personnellement choisi de me concentrer sur les 2 premiers albums de la série car ils ont en commun de se dérouler à Vienne, une ville où j'avais prévu de me rendre à l'été 2019. Ne restait alors plus qu'à identifier les lieux réels de la série en vue d'un voyage sur place. Interrogé par mes soins lors de mes recherches préparatoires, Yannick Corboz m'a indiqué aimer Vienne pour son contraste, son histoire et son atmosphère artistique. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que les auteurs ont finalement préféré Vienne à Budapest, actuelle capitale de la Hongrie. De l'aveu même du dessinateur, Budapest était pourtant dans le projet initial, mais c'est finalement son fort intérêt pour Vienne qui emporta la localisation de l'histoire dans cette dernière. Et si en l'an 1900, Vienne n'est pas la capitale de l'Autriche-Hongrie, elle se distingue néanmoins par son bouillonnement intellectuel. On pourrait à ce titre citer Freud, précurseur de la psychanalyse, qui vient tout juste de publier L'interprétation du rêve, ouvrage fondateur en la matière. L'assassin qu'elle mérite choisit néanmoins un autre angle d'approche, celui du renouveau artistique. La bande dessinée met ainsi en scène Alec et Clément, 2 jeunes rentiers oisifs hostiles à la sécession viennoise, un mouvement créé en 1897 et qui tente à s'émanciper des codes conservateurs de l'époque. Considérant cette sécession trop élitiste, trop pédante, Alec décide de s'en moquer en créant sa propre œuvre d'art. La voulant subversive, il entend créer l'assassin que mérite la société de son époque en partant d'un être innocent. Assimilant cette démarche à de l'art vivant, il suggère de partir de la masse grouillante des pauvres, éloignée des conflits artistiques du moment et dont il prédit la montée en puissance au cours du XXe siècle. C'est finalement le jeune Victor qui hérita du premier rôle, un peu malgré lui, ayant eu pour seul tort de passer au mauvais endroit, au mauvais moment. Fils d'un maçon, reconverti en fleuriste à la suite d'une infirmité permanente, le jeune homme est aux antipodes du milieu social d'Alec et correspond d'ailleurs en tout point au profil recherché par ce dernier pour son expérience. En rupture familiale, Victor est en outre en quête d'un échappatoire à sa condition. Sa rencontre avec Alec, providentielle, va dès lors lui ouvrir les portes d'un autre univers. À ses côtés, il mangera ainsi aux meilleures tables de Vienne et entrera même dans la maison close la plus sélecte de la ville. Et question largesse, Alec n'entend pas lésiner sur les moyens à l'égard de son jeune protégé. L'ayant plus que largement arrosé de sa fortune, il décide finalement de couper avec lui tout contact et financement du jour au lendemain, et ce, sans préavis. Victor, déjà attaché à son nouveau train de vie, choisit alors de le maintenir par la force, l'arme à la main. Le plan d'Alec est en marche. Et si le pitch de cette saga vous fait penser au célèbre roman À rebours de Joris Karl Huysmans, paru à la fin du XIXe siècle, c'est sans doute parce que l'assassin qu'elle mérite y emprunte certains éléments librement développés et réinterprétés. Dans le 6e chapitre de ce roman, Jean des Esseintes, un homme fortuné, oisif et lassé de tout, y témoigne notamment de sa rencontre fortuite avec Auguste Langlois, un jeune homme pauvre de 16 ans, croisé fortuitement à Paris et dont il a, lui aussi, cherché à faire un assassin. Cet héritage évoqué, revenons-en à Vienne, car vous allez le voir, les parallèles entre les dessins de Yannick Corboz et la Vienne d'aujourd'hui sont particulièrement intéressants. Nous voilà partis pour un nouveau voyage sur les traces d'une bande dessinée. Conçu en 1898 par l'architecte Joseph Maria Olbrich, le palais de la Sécession tranche par sa singularité. Construit dans le pur style Art Nouveau, il est surmonté d'une coupole de feuilles recouverte d'or. Une caractéristique qui lui vaut d'ailleurs d'être souvent surnommé le chou doré. Ce lieu est si emblématique à Vienne qu'il orne même les pièces de 50 centimes d'euros autrichiennes, et ce depuis 2002. Lieu d'exposition artistique et symbole du mouvement de la sécession viennoise, il fait une apparition des planches 11 à 13 du premier tome de L'assassin qu'elle mérite. C'est dans ce monument cubique d'un blanc immaculé qu'Alec immole un tableau nommé Le Brasier,
œuvre du peintre von Krupt. Une réaction de contestation artistique qui résonne avec la devise inscrite sur l'édifice. À chaque âge, son art, à chaque art, sa liberté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, le message avait du mal à passer. Pour autant, et contrairement à la bande dessinée, la sécession viennoise ne comportait pas de peintre du nom de von Krupt, pas plus que d'œuvres intitulées Le Brasier. Parmi les artistes les plus célèbres de la sécession viennoise, on peut néanmoins citer Gustav Klimt, également cofondateur de la furtive revue artistique Versacrum, dont le titre est également inscrit sur la façade de l'édifice. Le critique littéraire Hermann Bahr dressera en 1898 une définition du mouvement de la sécession dans le premier exemplaire de cette revue. Il aura à ce sujet les mots suivants. Notre art n'est pas un combat des artistes modernes contre les anciens, mais la promotion des arts contre les colporteurs qui se font passer pour des artistes et qui ont un intérêt commercial à ne pas laisser l'art s'épanouir. Le commerce ou l'art, tel est l'enjeu de notre sécession. Il ne s'agit pas d'un débat esthétique, mais d'une confrontation entre deux états d'esprit. Une citation reprise mot pour mot par le peintre fictif von Krupt dans la BD. Joli clin d'œil. Quant à Klimt, sachez que l'une de ses œuvres majeures, la frise Beethoven, est réexposée au Palais de la Sécession depuis 1986. Vestige d'un ancien fossé romain, le Graben est aujourd'hui une artère commerçante riche de nombreuses enseignes de luxe. Une transformation amorcée au début du XIXe siècle et qui se poursuit en 1900, date de l'action du premier album de l'assassin qu'elle mérite. À la planche 27 du tome 1, on peut ainsi y découvrir deux immeubles mythiques du Graben, toujours observables aujourd'hui. Ils ont été construits à la fin du XIXe siècle pour des compagnies d'assurance et dénotent par leur singularité architecturale. Créé en 1894, l'Anker House est l'œuvre de l'architecte Otto Wagner. Précurseur de l'Art Nouveau, il fut lui aussi sécessionniste. À la fois boutique, bureau d'entreprise, appartement et même studio artistique, l'Anker House préfigure ce que seront plus tard les immeubles multifonctions. Et sa façade en verre s'inscrit en rupture des immeubles de la rue. Face à lui, l'ancien immeuble d'Emmanuel Brun & Co arbore une tour parée d'une horloge, des statues antiques et même des serres de rapaces dorés. Pourtant, il ne s'agit ni d'une gare, ni d'un bâtiment institutionnel. À l'époque de la bande dessinée, le bâtiment réel est alors occupé depuis 1893 par la compagnie de prêt-à-porter et de linge de maison Emmanuel Brun & Co. L'entreprise est alors connue pour être l'un des fournisseurs officiels de la famille royale des Habsbourg. Il aurait donc été impossible pour Alec et Victor de s'attabler à la terrasse d'un restaurant comme ils le font dans la bande dessinée, celui-ci n'ayant tout bonnement jamais existé à cet endroit. Les fondateurs d'Emmanuel Brun & Co resteront d'ailleurs dans l'édifice jusqu'en 1943, date à laquelle ils seront finalement contraints de s'exiler définitivement à New York à cause de la guerre. Aujourd'hui, c'est une célèbre compagnie de prêt-à-porter suédoise qui leur a succédé dans les murs. Mais les initiales de l'ancien occupant ont été laissées sur la façade. Qui dit pas de restaurant, dit pas de braquage possible. Mais à cette époque, Victor aurait pu se rabattre sur le café central. Situé à quelques centaines de mètres de là et visible à la première planche du tome 2, l'édifice est un parfait mélange d'architecture italienne. Assez opportunément occupé dès 1860 par la Banque centrale et la Bourse, un premier café y sera tout d'abord aménagé dès 1876. Il fut ainsi le repère de nombreux intellectuels, à l'image de l'écrivain autrichien Peter Altenberg, dont une statue a été mise en place à l'entrée. Les différences observables entre la BD et le café d'aujourd'hui sont le témoin du travail de recherche minutieux des auteurs. Victime de bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, le café a en effet connu plusieurs rénovations et affectations avant sa réouverture en 1986. Dans L'assassin qu'elle mérite, le café est présenté dans son aspect de 1900. Face au café, l'ancienne maison de campagne de Basse-Autriche. Aujourd'hui intégrée en plein cœur de la ville, elle fit office de lieu d'interrogatoire du père de Victor dans le deuxième tome de la saga. Mais comme l'indique sa façade, il s'agissait avant tout d'un bâtiment institutionnel. C'est d'ailleurs de son balcon que fut proclamée la République d'Autriche allemande
en 1918, suite à la défaite de l'Autriche-Hongrie lors de la Première Guerre mondiale. Visible dès la scène d'introduction de l'album, la place du Nouveau Marché est telle qu'elle apparaît dans la BD. On y reconnaît notamment la façade de la pension familiale du Nouveau Marché, un hôtel de style baroque, construit entre 1900 et 1901, date à laquelle se déroule la bande dessinée. Et si les travaux d'alors ne sont pas visibles dans la saga, j'y ai pourtant été confronté lors de mon voyage en 2019. Cette place du XIIIe siècle s'apprête en effet à accueillir un parking souterrain à l'horizon 2022. Impossible donc de découvrir la fontaine d'Honneur-Brunnen qui y trône habituellement depuis la fin des années 1730. Anecdote de l'histoire, c'est la 3e fois que cette fontaine, représentant les fleuves d'Autriche, s'absente temporairement. Elle fut tout d'abord retirée dans les années 1770, sur ordre du pouvoir, qui jugeait trop indécente la nudité de ses personnages. Vouée à une destruction certaine, elle fut finalement remise en place au début du XIXe siècle, avant d'être remplacée par une copie en 1873, afin de la préserver des effets du temps. Aujourd'hui, vous pouvez encore admirer les allégories fluviales du modèle d'origine au palais du Belvédère. Au pied du mur, Victor se voit contraint d'admettre que ses actes ont envoyé son père en prison à sa place. Bien décidé à obtenir sa libération, il décide finalement de faire chanter le juge qui doit valider l'incarcération de celui-ci. Ayant préalablement kidnappé Mathilde, une prostituée dont s'était pris le magistrat, il se décide finalement à le retrouver à la sortie du Burgtheater. L'édifice, achevé en 1888, trône fièrement sur le ring. Cette célèbre ceinture viennoise de 5 km marque l'emplacement des anciennes fortifications de la ville et constituait dès la seconde moitié du XIXe siècle le lieu de concentration des bâtiments d'intérêt. Pour l'anecdote, le Burgtheater est aussi connu pour abriter les fresques de Gustav Klimt et notamment le seul autoportrait connu du peintre. Réalisé dans un style plus conventionnel que celui qui l'a rendu célèbre, le peintre trouve place dans le public d'une représentation de Roméo et Juliette. Commencer par Klimt, finir par lui, la boucle est bouclée. À chaque nouvel épisode de Sur les traces d'eux, c'est bien souvent la BD qui appelle la visite d'un lieu. Un appel quasi mystique qui motive un voyage et la découverte d'une ville par le prisme du 9e art. Cette fois-ci, c'est Vienne qui m'a mis en quête d'un ouvrage. Mais choisir une BD pour mettre un coup de projecteur sur une ville n'est pas une tâche évidente. Si j'ai d'abord hésité avec la série Charlotte Impératrice, qui présageait d'une mise en lumière de la famille impériale autrichienne, il m'a semblé plus pertinent de rester ancré dans la fiction. Après les casemates de La Roche-Guyon et les magnifiques architectures de Rome, me promener dans la Vienne de la Belle Époque fut une expérience profondément enrichissante. J'espère que ce nouveau voyage sur les traces d'une BD vous aura plu et vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.